Notre invité politique ce matin, Richard Ferrand, bonjour. Bonjour. Député La République En Marche du Finistère. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Jérôme, député de La République En Marche, mais aussi président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Voilà, vous faites partie des députés, Richard Ferrand, qui ont supprimé l'impôt sur la fortune pour le remplacer par l'impôt sur la fortune immobilière. Un geste tout de même historique, l'impôt sur la fortune, c'était tel qu'il existait, une institution qui remonte à 1988. Le Premier ministre de l'époque s'appelait Michel Rocard. Il était à la tribune de l'Assemblée nationale en juin 1988 pour un discours de politique générale et il parlait de l'impôt sur la fortune en ces termes. L'impôt sur la fortune est une contribution de solidarité, pas une revanche contre les riches. C'est pourquoi, selon nous, le principal problème posé, mais il est très épineux, concerne non pas le principe de l'impôt, mais la définition du meilleur équilibre entre la solidarité nécessaire et la pertinence économique. Voilà, on ne comprenait pas toujours Michel Rocard, ça faisait son charme. On était heureux de le repasser ce matin. Vous avez longtemps été membre du Parti Socialiste, Richard Ferrand, donc attaché à l'impôt sur la fortune, défendant l'impôt sur la fortune. Qu'est-ce qui s'est passé? Une révélation? Non, pas une révélation, mais tout est dit dans ce que Michel Rocard vient d'exprimer. C'est que on a constaté qu'aujourd'hui, cet impôt sur la fortune, au fond, qui a été réformé une quinzaine de fois. Vous savez, quand on réforme 15 fois un impôt, en général, c'est qu'il n'est pas très bien ficelé. C'était finalement une sorte de double peine pour notre pays. D'abord parce que beaucoup de gens qui avaient des capacités contributives importantes partaient, donc échappaient à l'impôt d'une certaine manière. Et d'autre part, cela privait notre économie de capitaux. Alors même que la transition économique, les évolutions technologiques appellent beaucoup de capitaux. Ça fait 20 ans qu'on de disait sorte ça. que, oui, nous on le fait. 20 ans, 30 ans, depuis l'institution de l'impôt sur la fortune. Précisément, nous on le fait. Mais vous le défendiez. Il y a quelques années, vous le défendiez, Richard Ferrand. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous soyez converti? C'est ça ma question. Oui, c'est pas une question de religion. Mais c'est parce que quand on fait le constat, c'est parce que le constat a été fait, parce qu'il a été étudié, parce qu'il a été regardé par les économistes, par toute une série d'acteurs économiques, en disant, au fond, cet impôt est contre-productif. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas un gouvernement en France qui serait assez cinglé pour faire, comme on dit, un cadeau aux riches. C'est absolument pas ça le sujet. Le sujet, c'est de rendre attractif notre pays, parce que nous sommes dans une économie ouverte, et faire en sorte que celles et ceux qui disposent de capitaux et qui veulent être en France ou y venir, on ne commence pas à les accueillir par une punition. Donc, quand cet impôt existait dans un certain nombre de pays d'Europe, il était tenable. S'il était européen, il aurait pu être tenu. Ça fait 15 ans qu'il a disparu. Actuelle, ça fait 15 ans qu'il a disparu partout. Il reste en Espagne, je crois. Oui, encore. c'est ça. Mais donc aujourd'hui, si vous voulez, cela devient un frein à notre développement économique. Ça, c'est l'explication. La conversion. C'est l'explication. La conversion, on verra une autre fois. Cette réforme ne satisfait pas tout le monde. Pas non plus des partenaires de la majorité. François Bayrou, qui préside le MoDem, était hier l'invité de CNews. Et il dit même qu'Emmanuel Macron n'est pas très satisfait des conditions dans lesquelles vous avez réformé cet impôt sur la fortune. On écoute François Bayrou. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est le père de cette mesure. J'ai des raisons de penser que lui est aussi sensible à ce sujet. Cette mesure vient d'être votée, malgré tout. Donc, mais il y a le Sénat maintenant. Il y a le Sénat. Donc François Bayrou espère que le Sénat corrigera la réforme que vous avez faite. En gros, selon lui, trop de produits de luxe échappent à l'impôt sur la fortune aujourd'hui. Mais il dit, c'est important, qu'Emmanuel Macron n'est pas satisfait de la réforme qu'a faite le gouvernement. Vous pouvez le confirmer, Richard Ferrand? Non, vous savez, dans son livre Révolution, Emmanuel Macron avait écrit qu'il convenait de transformer l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Bien. Ensuite, nous aurions tous voulu, évidemment, pouvoir sortir de l'assiette de l'impôt sur la fortune que ce qui peut concourir directement à l'économie productive. C'est pas possible. Alors, précisément, il y a un risque d'inconstitutionnalité. Et vous avez remarqué qu'on vient de prendre une ardoise de plusieurs milliards. 10. Parce que le gouvernement précédent s'est fait condamner, c'est pas le mot, mais en tout cas, il y a un texte qui a été révélé inconstitutionnel. La surtaxe sur les dividendes. Bien. Donc, on ne va peut-être pas prendre trop de risques. Donc, comment avons-nous fait? Et ça, il faut reprendre ce que dit François Bayrou, qui, sur le fond, a raison. Il y aura l'impôt sur la fortune immobilière. Et ensuite, notre majorité a adopté une taxe de solidarité sur les yachts en faveur
du sauvetage en mer. C'est un amendement que j'ai moi-même proposé en faveur de la SNSM, mais aussi les voitures de luxe et de collection, les lingots d'or, etc., vont contribuer de manière spécifique. Donc, plutôt que de prendre le risque constitutionnel, nous avons déterminer une assiette cohérente pour l'info sur la fortune immobilière. C'est une exigence du Conseil constitutionnel. Et ensuite, à côté, fait grimper un certain nombre de taxes pour arriver à ce résultat. Et y aura-t-il des modifications au Sénat, comme le souhaite et comme semble l'envisager François Bayrou? On verra bien ce que les sénateurs décident. Oui. Nous, vous savez, à l'Assemblée nationale, nous sommes toujours preneurs de modifications du Sénat lorsqu'elles enrichissent un texte, lorsqu'elles l'améliorent. Mais on ne prendra pas de risque constitutionnel. Mais quand François Bayrou dit « j'ai des bonnes raisons de savoir que Emmanuel Macron n'est pas content ». Non, ça c'est... Non, il n'a pas dit qu'il n'était pas content. Ah si, il a dit c'est pas sa réforme, c'est pas comme ça qu'il la voyait. Non, très honnêtement, je crois que... Pas content, c'est une traduction libre. Oui. Non, je crois que Emmanuel Macron, comme François Bayrou, comme moi-même, on aurait préféré avoir une assiette qui soit plus simple à lire, quoi. Que l'on dise au fond... il y a une insatisfaction quand même. Écoutez, il faut agir comme nous l'avons fait, parce que c'est la seule manière d'être prudent et solide. François Bayrou, pourquoi il dit ça? Il joue un peu... Oh non, moi je ne lui fais pas de procès, je pense qu'il... Comment définir ça? C'est pas facile à définir. Il rappelle son point de vue. Il est un peu grognon, Non, je ne trouve pas qu'il soit grognon, non. C'est embêtant quand même quand un membre de la majorité dit sur une réforme qui concentre beaucoup de symboles, qui dit elle est mal faite, c'est embêtant quand même. Oui, écoutez, l'essentiel c'est qu'elle soit faite, et si on peut la faire encore mieux, nous le ferons. Mais je considère que, à l'heure actuelle, avec les données juridiques qui sont les nôtres, pour éviter tout risque constitutionnel, le travail a été bien fait. Mais une fois encore, si on peut l'améliorer dans le cadre de la navette, moi, je n'y suis pas fermé, bien entendu. Richard Ferrand, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. Il est 8h40 sur France Info, l'info, Agathe Mahuy. Il continue de contester le plan de sauvegarde de l'emploi. Les salariés de GMS, l'équipementier de la Creuse, repris par GMD, mais avec 156 emplois de moins. Après leur recours en justice vendredi pour annuler le plan social, les GMS s'entretiennent cet après-midi à l'Élysée avec les conseillers du président. Comment se relever d'une telle défaite? 6% à la présidentielle, le pire score socialiste sous la Ve République. Benoît Hamon lance aujourd'hui une consultation citoyenne pour développer son mouvement politique, le mouvement du 1er juillet, qui doit d'ailleurs changer de nom lors d'un congrès début décembre. La Haute-Corse face aux incendies, 2000 hectares de végétation brûlée depuis hier en Balagne. Le vent est largement retombé depuis, 50 km/h désormais. Le feu ne progresse plus, mais 70 pompiers restent mobilisés ce matin. Et puis les Parisiens peuvent dire merci à Cavani, l'attaquant du PSG qui a sauvé le match nul hier soir 2-2 face à une équipe marseillaise survoltée. L'OM en tête au Vélodrome jusque dans les dernières secondes avant ce coup franc parisien. Peu après un double carton jaune aussi pour Neymar. C'est la première exclusion du Brésilien en Ligue 1. France Info. Richard Ferrand, député La République En Marche du Finistère, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, est notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. Le gouvernement cherche, vous avez fait une allusion à cela tout à l'heure, Richard Ferrand, 10 milliards d'euros pour compenser l'annulation par le Conseil constitutionnel d'une taxe de 3% sur le bénéfice des entreprises. Bruno Le Maire, qui l'avait critiqué la semaine dernière, il était à votre place à ce micro, monte d'un cran. Il dit aujourd'hui, quand 10 milliards, ça n'est plus une erreur technique, c'est un scandale d'État. Et il annonce même qu'il y aura une mission auprès de l'Inspection générale des finances pour déterminer les responsabilités, ce qui ne se fait jamais dans la vie politique. Vous avez voté, vous, cette mesure en 2012, Richard Ferrand, vous étiez député socialiste du Finistère. Oui. Il y a une continuité dans la politique quand même. Vous regrettez de l'avoir voté? Vous n'êtes pas plus renseigné que ça? Pas vous personnellement, mais les députés socialistes de l'époque? Non, je ne le regrette pas du tout. À l'époque, si vous voulez, il s'agissait... La France était au bord du gouffre. Et il fallait prendre un certain nombre de mesures pour remplir les caisses et éviter d'avoir des accidents industriels, si je puis dire, en matière de dette, de coût de la dette, de rupture européenne, etc. Parce qu'il faut toujours songer à ce contexte. D'ailleurs, je note que le Conseil constitutionnel n'a pas invalidé cette mesure lorsqu'elle a été prise. Donc, il y avait tout lieu de penser qu'elle était conforme à la Constitution. C'est la Cour de justice européenne ensuite. Et puis, voilà, c'est la Cour de justice européenne, etc. Donc, si vous voulez, cette décision correspondait à une nécessité qui ensuite a été jugée par des juridictions comme n'étant pas régulières. Donc, parler de scandale d'État, c'est excessif. Oui, je ne parlerai pas, moi, de scandale d'État. Le ministre a tort de le faire.
il fait ce qu'il veut, le ministre. Vous savez, la parole est libre dans notre pays. Mais ce que je crois... La parole est libre, mais enfin, si on dit une bêtise, on dit une bêtise. Hein. Certes, mais ce que je crois, c'est qu'il faut sans doute remonter, comprendre pourquoi ce qui s'est avéré être une erreur du point de vue des juridictions a été commise, comment la chaîne de décision a abouti à cette décision qui se révèle erronée, mais surtout, il faut trouver la bonne solution pour que cette perte annoncée ne crée pas un déséquilibre budgétaire supplémentaire. Vous avez une idée de la solution ? Écoutez, quelques parlementaires vont se mettre au travail pour y réfléchir en lien avec le gouvernement. L'enjeu, c'est de régler le problème. C'est pas de... il est intéressant de tirer les enseignements de ce type de choses, mais surtout, il faut qu'on règle le problème. Donc vous demandez à Bruno Le Maire de ne pas trop regarder en arrière, mais d'essayer de regarder... De trouver 10 milliards. Oui. Exactement. Plutôt que de se soucier du passé, il faut se soucier de... il faut au moins se soucier du problème présent et le régler pour l'avenir que de la genèse du passé, même si c'est toujours éclairant de savoir comment les choses ont pu se construire. Et d'ailleurs, vous notez que c'est bien pour cela aussi que nous disons sur cette fameuse assiette de l'impôt sur la fortune immobilière que d'anticiper la décision il faut éviter de prendre le moindre risque constitutionnel pour ne pas se retrouver en galère dans 2 ou 3 ans. Et à ce moment-là, vous me poseriez la même question. Référence à l'impôt sur la fortune, là. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes élu de Bretagne, Richard Ferrand. Oui. Vous étiez favorable en 2013 à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Oui. Vous aviez ce type d'argumentaire dans Ouest France, on va le voir à l'écran et je vais le lire pour nos auditeurs. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce serait un atout économique pour la Bretagne. Et s'il ne se fait pas en Bretagne, il se fera ailleurs, par exemple à Paris. 2013, nous sommes en 2017. Oui. Vous rediriez la même chose ? Oui. Absolument, parce que d'ailleurs, il faut le rappeler à vos auditeurs. Oui. La décision de construire un aéroport dans le Grand Ouest, il a été pris à l'époque par une ministre écologiste du gouvernement Jospin, Madame Voynet, qui disait on ne va pas construire un 3e aéroport international à Paris, où déjà les franciliens sont saturés, voire gênés par déjà de 2 grandes structures. Donc, comme on a à l'ouest à la fois un enjeu d'aménagement du territoire, de désenclavement, de doter d'infrastructures le Grand Ouest, eh bien, il est pertinent de le faire à Nantes. Moi, cet argumentaire, j'y ai toujours été sensible. Alors maintenant, on nous dit, mais je ne suis pas un expert technique, si vous voulez, de cette question, on nous dit, mais cet aéroport serait surdimensionné, ne correspond plus aux besoins parce que les choses ont changé, etc. À l'inverse, d'autres disent, et des personnalités tout aussi respectables, disent qu'il est absolument essentiel de le construire. Alors, le président de la République, pour en finir et prendre sa décision, a demandé à un certain nombre d'experts de plancher sur le sujet. Ils vont l'enterrer. Il y a une commission de 3 personnes. C'est pour l'enterrer. Oui. Parce que si l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'est pas enterré, c'est Nicolas Hulot qui sort du gouvernement. Enfin, on le sait tous. Oui, non, mais enfin, écoutez... Donc on va l'enterrer, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, votre argumentaire qui était de dire c'est un atout économique, qu'est-ce que ça devient, votre argumentaire ? Non, mais si c'était un atout économique, c'est un atout économique. Mais mon argumentaire reste bon. Et donc il faut le faire. Donc si ce n'est pas, vous serez triste. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si ce n'est pas, vous serez triste. On est en train de l'enterrer aujourd'hui, vous le savez ça. Non, je n'ai pas été invité aux obsèques. En tout cas, je n'ai pas cette conviction. Ce que je dis, c'est que le président a voulu avoir une ultime expertise sur ces enjeux pour prendre la décision. Bon, si les conclusions sont évidentes et viendrait contredire ce que je soutiens, eh bien, moi je m'inclinerai. Vous savez, je suis un type modeste. Pour sauver Nicolas Hulot. Mais non, mais l'enjeu, c'est pas Nicolas Hulot, Pierre, Paul ou Jacques. L'enjeu, il est de savoir si aujourd'hui, eu égard aux enjeux contemporains, cet aéroport a toujours une pertinence. S'il l'a, il faut le faire. Si on démontre qu'il ne l'a pas, à ce moment-là, il faut renoncer. Mais ne mélangeons pas l'avenir des infrastructures de notre pays avec le destin individuel de tel ou tel ministre, aussi éminent et respectable soit-il. Et puis on rappelle qu'une majorité des habitants de Loire-Atlantique ont voté oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et que Emmanuel Macron avait dit c'est important, il faut en tenir compte et il faut respecter le suffrage universel quand il s'exprime. Je partage. Ensuite, visiblement, d'autres considérations sont entrées en ligne de compte. Jérôme Cadet. On consomme du beurre en Loire-Atlantique, on en produit aussi. C'est le cas également dans votre département, le Finistère. Richard Ferrand, les Français constatent depuis quelques semaines qu'ils ont du mal à trouver du beurre dans les rayons des supermarchés. Ça peut paraître trivial comme sujet, mais il y a des enjeux très importants, notamment pour les producteurs de lait qui sont en crise depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction de voir ces producteurs dans la difficulté alors que le beurre vient à manquer, qu'on est en pénurie ? Oui, non, un des enjeux fondamentaux pour les producteurs d'une manière générale, c'est d'être payés au juste prix.
Ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous avons souhaité, et c'était un axe fort de la candidature d'Emmanuel Macron, c'est d'être le président du prix payé aux paysans. C'était comme ça qu'il a eu l'occasion de développer son point de vue. Donc il y a les états généraux de l'alimentation qui se déroulent en ce moment, avec, et ça a été tout de même une décision assez forte, avec enfin l'idée que l'on remette à plat la répartition de la valeur, la répartition des marges, et que l'on regarde pourquoi le beurre coûte tant, pourquoi les paysans en reçoivent que tant, et qui, entre les deux, si je puis dire, en tire le meilleur bénéfice. En profite, que ce soit la transformation ou la distribution. Donc tout cela, on veut le remettre à plat, et ça vaut pour le beurre comme pour le reste. Et le président de la République a eu l'occasion de dire, et je m'en réjouis, que si c'était nécessaire, on passerait par la loi pour faire en sorte que la rémunération des producteurs soit juste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La question, c'est aussi celle de l'indépendance alimentaire de la France. Il y a dans votre circonscription une usine de séchage de lait. On exporte beaucoup de lait en Chine. Richard Ferrand, c'est une bonne chose ? Écoutez, l'industriel Sinutra est venu s'installer à Carhaix, là où j'habite à Motreff, à côté de Carhaix, une petite commune, et a investi plus de 150 millions d'euros. Et pourquoi d'ailleurs ? C'est là où il faut bien avoir ça à l'esprit. La norme crée parfois de la valeur. C'est-à-dire que les Chinois, conscients qu'il y a tout de même eu quelques scandales alimentaires qui ont tué, y compris des enfants, etc., veulent venir chercher du lait en France et singulièrement en Bretagne, parce qu'ils savent que par les contrôles sanitaires, par l'exigence de qualité, ces produits seront sûrs pour la qualité de l'alimentation de la jeunesse chinoise ou même d'autres qui pourraient boire du lait. Donc la norme crée la valeur, mais à condition que le juste prix soit payé. Et là aussi, c'est un enjeu extrêmement important, parce que la poudre de lait qui est fabriquée à Carhaix ou ailleurs, c'est un produit sur lequel il n'y a pas une forte valeur ajoutée. Donc là encore, c'est important, et ça montre que la qualité des productions françaises permet de l'exportation, et l'agroalimentaire exporte beaucoup à travers le monde, compte dans notre balance commerciale, mais à condition que les paysans s'y retrouvent. Et cette discussion se poursuit pas forcément sur le beurre, sur d'autres sujets. Juste après l'info, 8h50, Agathe Mahué. Au nom de la santé de tous, une cinquantaine de députés de la majorité demandent la fin du glyphosate en Europe le plus rapidement possible. C'est dans 2 jours que les pays de l'UE se prononcent sur une nouvelle autorisation de l'herbicide pour les 10 prochaines années. La France s'apprête à voter contre. Les 28 pays membres réunis aussi pour tenter de s'accorder enfin sur une réforme du travail détaché. La bataille du plombier polonais. La directive européenne sur le sujet date de 1996 et depuis les choses ont changé. Trop d'écart de salaire au sein de l'Union. Emmanuel Macron va donc tenter d'imposer sa vision d'une Europe qui protège. Des velléités d'autonomie en Italie à 95 et 98% respectivement. Les citoyens de Lombardie et de Vénétie ont voté pour une plus grande marge de manœuvre vis-à-vis de Rome. Un scrutin simplement consultatif mais surveillé de près dans le contexte catalan. Et puis le président Sisi est à Paris. Première rencontre entre Emmanuel Macron et le dirigeant égyptien qui est en France pour 3 jours. L'organisation Human Rights Watch appelle l'Élysée à évoquer les questions des droits de l'homme. France Info. Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, est notre invité, Jean-Michel Apathy. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a expliqué hier sur LCI que le tiers payant généralisé qui devait entrer en vigueur normalement pour l'ensemble des patients début janvier, il n'était pas capable de le mettre en place. Alors c'était repoussé, mais elle n'a pas dit à quand. C'est enterré ça aussi, ou quel est votre sentiment? Non, ça je ne le crois pas. Là, il s'agit d'une mesure assez pragmatique. C'est juste de la technique qui consiste à dire, comme aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire, il faut que ce soit en place. Je crois que c'était au 1er décembre même de cette année, vous avez raison. Puisqu'on n'est pas capable de le faire sur le plan technique, parce qu'on n'a pas réglé les problèmes de paperasserie supplémentaire pour les médecins. Beaucoup de gens y étaient hostiles. Les médecins, notamment. Oui, beaucoup de gens y étaient hostiles, mais surtout quand on... Elle ne cède pas au lobby? C'est pas une remise en cause définitive du projet? Vous le rappeliez tout à l'heure, j'étais parlementaire et singulièrement à la Commission des Affaires sociales lorsque cette affaire a été votée. Moi, je considère qu'il fallait donner l'impulsion pour cette réforme qui garantisse l'accès aux soins le plus large. Mais déjà, à l'époque, nous avions été quelques-uns à exprimer des doutes
sur une faisabilité aussi rapide. Mais la ministre, et c'est à juste titre, vous savez comment ça fonctionne quand on fait une réforme, a tenu bon, la ministre de l'époque, en disant si on commence à lâcher du lest d'emblée, ça ne se fera jamais. Donc, elle a tenu bon, et puis il est vrai que maintenant, il va falloir avoir des délais supplémentaires pour y parvenir. Bon, mais sur le fond, vous tenez à la réforme, tout n'était pas mal dans l'ancien monde, c'était ça. Certainement pas, vous savez, moi, je ne crache pas sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai voté. D'ailleurs, souvenez-vous, parce que parfois, on a la mémoire des choses, on ne la garde pas suffisamment. Pendant la campagne électorale, nous avons promu le projet d'Emmanuel Macron, mais jamais tiré à boulet rouge, ni sur le gouvernement sortant, ni sur les autres. C'est depuis l'élection que Emmanuel Macron, effectivement, le fait plus régulièrement. Non, c'est parce qu'on nous titille, alors forcément, il vaut mieux réagir. Fatalement, c'est pas de votre faute. Un député de La République En Marche, Christophe Arend, qui est élu en Moselle, est accusé d'avoir commis une agression sexuelle contre son ancienne directrice de campagne lors des élections législatives. Et on écoute cette personne qui ne veut pas dévoiler son prénom ni son nom. Elle est au micro de France 3. Monsieur Arendt rentre, il discute un peu avec nous et puis je me souviens que je portais un t-shirt blanc ce jour-là et vraiment par surprise il arrive et il me pince les 2 tétons et mon réflexe a été de jeter un coup de pied dans ses parties mais il s'est esquivé et puis pour lui c'était toujours un jeu quoi en fait. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme, parce qu'elle a été attachée parlementaire de Christophe Arend pendant un mois à l'Assemblée nationale. Période d'essai, elle est partie ensuite. Christophe Arend va continuer à siéger dans votre groupe ? Vous êtes journaliste, je suis député. Ça veut dire que vous n'êtes pas policier, que je ne suis pas juge. Donc, ce qui est certain, c'est que tout acte de la nature qui relève des accusations graves qui sont portées par cette dame mérite, lorsqu'elles sont avérées, une sanction exemplaire. Là-dessus, il n'y a pas de débat. La sanction peut prendre des années. En revanche, aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il y a des accusations graves portées contre M. Arendt, et ce que je sais aussi, c'est qu'il a, lui, déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est pourquoi, en cette matière comme en d'autres, il me semble qu'il faut, dans un pays qui est un état de droit, dans un pays républicain, que la police et la justice fassent toute la lumière, et bien sûr, vous avez raison de le soulever, dans les délais les plus brefs. Mais ils seront longs, parce que la cohabitation avec Christophe Arend risque d'être difficile au sein de votre groupe. Écoutez, nous sommes dans un pays où l'on aime rappeler qu'il y a présomption d'innocence, donc il faut prendre cela en compte. Ce qui est essentiel, vous savez, ce qui est essentiel, je pense, tant pour la personne qui porte les accusations que nous avons entendues, que pour la personne qui nie ces accusations, il faut que la lumière soit faite et vite. Vous en avez parlé avec Christophe Arend ? Vous le verrez personnellement, non. Vous allez le faire ? Bien sûr, bien sûr. Vous allez en parler avec lui ? Aujourd'hui, demain Quand je le verrai à l'Assemblée, sans doute demain. Oui. Demain, vous allez en parler avec lui. Vous allez essayer de vous faire votre opinion ? Vous allez essayer d'aller un peu plus vite que la justice ? Vous allez essayer Non. Vous savez, on imagine que la cohabitation dans le groupe, avec lui, ne va pas être facile. Je ne sais pas, il y a des élus, des femmes. C'est compliqué quand même à gérer comme situation. Non, mais vous savez... c'est une accusation. Non, mais les accusations comme banale. ça, c'est pas que des histoires de femmes, c'est des histoires de femmes et d'hommes. Ouais. C'est des histoires de citoyens. Vous savez, les droits des femmes sont des droits et le respect des femmes sont tout de même des enjeux qui concernent autant les hommes que les femmes. Mais les femmes, depuis une semaine, 10 jours, prennent beaucoup la parole sur ces thèmes-là. On l'imagine dans votre groupe aussi. Oui, mais vous savez, ce à quoi je crois là-dessus, c'est que il va falloir qu'on s'en saisisse plus à fond. C'est-à-dire que l'on éduque sans doute aussi mieux. Vous savez, il y a un hashtag éduque ton fils. Hein. Je le trouve aussi sympathique que l'autre. Balance ton porc. Oui, je veux dire par là, il faut éduquer, il faut parler à ses propres enfants. Il faut balancer aussi. Moi, j'ai des enfants, je les forme à cela. Écoutez, balancer lorsqu'on a... C'est pas balancer quand on a... Vous balanceriez, vous, si vous connaissiez un harceleur ? Dans l'ordre. Quand on a été victime, et que l'on n'a pas osé, que l'on s'est tu, que l'on trouve en soi la liberté et la force d'aller faire punir l'auteur de faits dégradants tels qu'ils sont décrits, évidemment qu'il faut le faire. Si moi, ensuite, j'avais connaissance, ou si j'étais témoin de quelque chose qui relève de cela, je considérerais qu'en effet, il faudrait dénoncer et faire punir les auteurs de ces faits. Donc Christophe Arend, député La République En Marche, est l'objet de graves accusations. Bien entendu, nous suivrons cela. Pour terminer rapidement, Richard Ferrand, vous-même, vous avez obtenu un non-lieu. Vous avez été mis en cause... Un classement sans suite. Je n'ai jamais été mis en examen. Un classement sans suite à la suite de révélations de presse qui évoquaient... Qui était inexact. D'accord. Est-ce que vous en voulez, puisque vous avez perdu votre ministère à cause de cette histoire, est-ce que vous en voulez à des gens, les gens qui ont rapporté ces informations ?
Vous savez, quand je pense à ça, je pense à Chateaubriand. Qui disait soyons économes de notre mépris, vu le nombre de nécessiteux. On peut terminer avec Chateaubriand. Terminons avec Chateaubriand, avec Richard Ferrand, député La République En Marche du Finistère, qui était notre invité ce matin. Merci à vous. Merci à Jean-Michel Apathy. Bonne journée.